Bonjour, bonsoir chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est la 5e partie de la guerre ouverte contre les peuples. En prenant une vision catholique de la chose, nous savons que le but ultime de Satan est de briser dans l'homme ce qui est à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'amour, qui est source d'harmonie et générateur de vie. Sans cette expression de l'amour divin, nous serions réduits à de simples animaux. Une autre vision peut elle aussi nous guider sur l'anéantissement de l'amour. Cette observation est le fruit de quelques anticapitalistes qui depuis des années dénoncent à leur tour la destruction des valeurs humaines où l'homme devient égoïste, utilisant l'autre comme un bien de consommation dont il peut se débarrasser à tout moment une fois son envie terminée. Assistons-nous aux dernières heures de ce que représente l'amour ? En 1968, sortait l'encyclopédie Humanae Vitae, au numéro 14 de l'encyclique, Paul VI a affirmé avec l'autorité de Pierre que tout acte conjugal qui dissocie par quelque moyen que ce soit l'acte sexuel de son ouverture à la vie est contraire au plan de Dieu. Paul VI condamnait toute entrave à la vie par quelque moyen que ce soit, c'est-à-dire qu'il était en opposition à la pilule contraceptive, au préservatif ou encore au stérilet. À l'époque, il fut moqué par une poignée de médias, mais imaginez dans le monde actuel qu'un homme ose tenir les mêmes propos. Le lynchage public se fait dans les secondes qui suivent. L'année suivante, en 1969, l'un des proches conseillers de Simone Veil, alors ministre de la Santé, le docteur Pierre Simon, 2 fois grand maître de la Grande Loge nationale de France, écrivait un ouvrage intitulé « De la vie avant toute chose ». Je cite certains extraits. Avec la pilule, on dispose d'une vie sexuelle normale sans procréation. Avec l'insémination artificielle, la procréation va se dérouler sans acte sexuel. La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Et plus loin d'ajouter, je cite, « La vie ne sera plus l'œuvre de Dieu, mais plus que jamais une production humaine. » Fin de citation. En dissociant l'acte sexuel de la reproduction, 2 immenses marchés se profilaient pour former l'horizon de la déraison. En plus de la destruction de la famille, ces marchés que représentent la sexualité et la nouvelle procréation vont permettre des profits considérables. L'affront à Dieu se retrouvera de facto amplifié dans sa force de perversion. En 1968, le pédocriminel Daniel Cohn-Bendit avait pris à partie le ministre des Sports de Gaulle en ces termes, je cite « J'ai lu votre livre blanc sur la jeunesse, en 300 pages, il n'y a pas un seul mot sur les problèmes sexuels des jeunes. » Fin de citation. Des graffitis sur les murs de la Sorbonne invitaient à des plaisirs sexuels. Il y était inscrit, par exemple, « Jouissez sans entrave. Plus je fais l'amour, plus j'ai envie de faire la révolution. Plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire l'amour. » Ou encore le fameux « Il est interdit d'interdire. » Une partie de la presse s'empressa alors de dénoncer les tabous, conviant les gens à explorer les silences de l'intimité, à interroger les sexualités dites alternatives. Et voilà que les ogres pointaient rapidement le bout de leur nez. Derrière cette révolution sexuelle et la fausse émancipation de la femme se trouvaient des consommateurs d'enfants. Dans les années 1970, les défenseurs de la pédocriminalité se fixent au militantisme homosexuel et spécialement au Front homosexuel d'action révolutionnaire FHAR qui fut fondé en 1971 et qui lutte sur le domaine de l'oppression des homosexuels et appelle à la reconnaissance des sexualités autres. Il nous sera expliqué par la suite que ces comportements furent favorisés par le code pénal et ses dispositions discriminatoires qui punissent les rapports homosexuels en deçà de 21 ans tout en permettant les rapports hétérosexuels dès 15 ans. Dans cette perversité, d'une sexualité sans âge et sans limite, se trouve un personnage clé. Très populaire, il s'agit d'Alfred Kinsey et de ses rapports criminels. C'est seulement grâce au docteur Judith Reisman, auteur notamment du livre, je cite, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, que nous savons maintenant que 2035 enfants et nourrissons ont été torturés et violés sous couvert de recherche sur ce qu'ils appelaient à l'époque les orgasmes infantiles. En effet, pour Kinsey, je le cite, les enfants sont sexuels dès la naissance. Les tableaux 30 à 34, figurant dans le volume 1 du rapport Kinsey, datant de 1948, compulsent des données sur l'âge des enfants, la durée nécessaire pour atteindre ce qu'ils appellent l'orgasme et leur quantité. Le tableau 31 évoque un échantillon de 317 enfants, âgés de 2 mois à 15 ans. Pour le tableau numéro 34, on finit par apprendre, en 1981,
que les bébés et les enfants étaient stimulés oralement et manuellement. Ils ont donc été masturbés par l'équipe Kinsey ou par d'autres criminels. Aucune information n'est disponible au sujet de l'identité des victimes, ni même de leurs parents. Inspiré ou non du rapport Kinsey, c'est en 1980 que Zina Hwaba, alors directrice de Libération, fut condamnée à payer 3000 francs pour la publication d'annonces, je cite, attirant l'attention sur des occasions de débauche, dans ce journal en avril et mai 1977, puis en janvier 1979. Libération fut poursuivie pour avoir publié une représentation d'une enfant, horreur créée par Bazooka. Patricia, 12 ans, pratiquant une fellation sur un homme présenté comme son père, puisque le titre n'est autre que, tendez bien l'oreille et écoutez l'horreur, apprenons l'amour à nos enfants. La justice conclut que la parution de l'article, je cite, symbolise à la fois l'inceste et la pédophilie et invite le lecteur à considérer qu'il s'agit d'un acte normal d'éducation d'un père envers sa fillette. Il tend à présenter ce père odieux comme un modèle parvenu à se libérer par la transgression des tabous ancestraux d'un obscurantisme moral retardataire. Fin de citation. Et on aura des détails ajoutés par l'écrivaine Marka Markovic, grâce au témoignage qu'elle a recueilli, qui nous dira, je la cite, « Il n'y avait plus de limite, et en ces temps où il était impossible de dire non, interdit d'interdire, même en matière de sexualité, les abus des plus vieux sur les plus jeunes étaient extrêmement fréquents. » Fin de citation. Dérive. Hypersexualisation. La nouvelle ère de la technologie, invitant à s'exposer, touchait principalement les adultes, puis les adolescents. L'élargissement des créateurs et les accès simplifiés aux applications facilitent maintenant l'implantation chez les préadolescents et enfants accros au numérique et aux réseaux sociaux. Cette utilisation des réseaux, comme Instagram, Twitter, Snapchat ou TikTok, se caractérise par un culte de sa propre apparence, à base de selfies et d'une sexualisation des corps. Prenant l'exemple des adultes, et, dans le but de rentrer dans un moule de perfection, les adolescents puis les jeunes préadolescents ont commencé à les imiter, publiant des photos et vidéos de plus en plus inappropriées sur les réseaux sociaux, que ce soit en posture, habillement, etc. Cela pose alors des problèmes d'hypersexualisation des jeunes. Le Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs en 2011 donne la définition qui suit. L'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en soi. C'est un phénomène de société selon lequel de jeunes adolescentes et adolescents adoptent des attitudes et des comportements sexuels jugés trop précoces. Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur diffusé par les industries à travers les médias qui s'inspirent des stéréotypes véhiculés par la pornographie, homme dominateur, femme objet séductrice et soumise. Fin de l'explication. Les réseaux sociaux, un grand fléau. Les réseaux sociaux ont vu le jour aux États-Unis peu de temps après la propagation d'Internet dans les années 1990. Le premier réseau social à avoir réuni toutes les catégories de base pour faire quelque chose de complet est sixdegrees.com en 1997. Cependant, en 2000, le site dut fermer malgré des millions d'utilisateurs par manque d'argent. Depuis sixdegrees.com, la création de nouveaux réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. En 2009, lors d'une interview, on a Eric Schmidt, le CEO de Google, qui a fait part de ses inquiétudes. Je vous le cite. « J'ai peur que le niveau d'interruption, la rapidité incroyable de l'information et surtout de l'information stressante n'affecte notre cognition et que cela affecte notre capacité à avoir des réflexions profondes. Je reste convaincu que le meilleur moyen d'apprendre vraiment quelque chose est de s'asseoir, de prendre un livre, et j'ai peur que nous soyons en train de perdre cela. » Fin de citation. Les réseaux sociaux sont venus chambouler le social, les interactions entre êtres vivants, le commerce, où tout doit être direct et rapide. Avec leur évolution sur les smartphones, les notifications ont vu le jour pour venir jouer sur vos émotions. Et voici qu'apparaît une notification pour un like, une demande d'amis, un follower, un commentaire, un message, un contenu publié par une personne que vous suivez. C'est une forme d'hypnotisation où les événements mineurs, virtuels, s'imposent sur le réel. Cette façon de communiquer change entièrement notre façon de vivre et de consommer. Il y a de nombreux points positifs, comme le fait de pouvoir communiquer avec un ou une amie à travers la planète. Mais
ils engendrent aussi une nouvelle façon de penser, formant des foules, des communautés. La confrontation d'idées, les débats anciennement argumentés deviennent des torrents d'insultes, de haine. Chacun est conforté dans sa propre opinion, puisque les réseaux analysent les mots-clés afin de cibler les publicités et que les contenus proposés vous retiennent un maximum de temps sur leur plateforme. C'est l'effet de dopamine qui crée cette sensation de bien-être, d'épanouissement. Comme l'écrit Bruno Patino, la société numérique rassemble un peuple de drogués hypnotisés par l'écran. Les réseaux sont le réseau des réseaux. Du réseau de dealers de quartier à celui qui agit à l'international, des réseaux de recrutement terroristes sous bannière d'action humanitaire, des recrutements de prostituées, pédocriminalité, des fake news, des propagations de haine, jusqu'aux commerces légaux comme les ventes déloyales, le dropshipping, etc. Et le fait alarmant, c'est que les enfants sont confrontés dès la tendre enfance à une extrême violence. Les chiffres ont de quoi glacer le sang. Un enfant sur 3 a vu des images pornographiques avant l'âge de 12 ans. 2 sur 3 avant 15 ans. 50% des garçons de 12 et 13 ans vont sur des sites porno tous les mois. Et 44% des jeunes déclarent reproduire ce qu'ils ont vu dans ces vidéos. 70% des adultes en consomment, dont 25% au moins une fois par semaine. Parmi les jeunes qui déclarent avoir déjà vu de la pornographie, 85% des garçons et 80% des filles y accèdent notamment par les réseaux sociaux. L'écrivain Thérèse Argot, qui a proposé un ouvrage sur le sujet, donc distinguant bien l'érotisme de la pornographie, l'un qui éveille des désirs quand l'autre répond à des pulsions, elle en vient à conclure que l'industrie pornographique périclite des générations entières, affectant les jeunes sur leur santé mentale, leur santé sociale, leur santé sexuelle, leur santé affective. Cette industrie détruit leur capacité à aimer. L'amour est pourtant un ensemble, quand le sexe semble devenir une sorte de performance, un exploit à accomplir. L'amour passe par différentes étapes, selon les âges. Jeune, le premier bisou, les rencontres, puis par la suite charmé, etc. Alors que le sexe se veut direct, et s'il est accompli sans amour, il se trouve désincarné de son essence pour ne devenir qu'un produit. De plus, le sexe ne devrait même pas toucher des êtres normalement dans l'insouciance. La responsabilité incombe en partie aux parents qui ont laissé leur môme sur des écrans et à avoir des réseaux sociaux où eux aussi ont leur partie, alors que l'âge minimal n'est pas respecté. Les témoignages des spécialistes sont choquants. Dans son cabinet, on a une femme qui s'appelle Sandrine Francischi qui raconte ainsi avoir reçu des jeunes, je vais la citer, tout mignons, de 10-12 ans, et qui parlent de gangbang, ou me disent qu'ils veulent être polyamoureux. Ce sont quand même des points qui nécessitent de se connaître, et par définition, à cet âge-là, ils ne se connaissent pas encore. Fin de citation. À nouveau, nous sommes face à un phénomène marchand, puisque derrière le porno se trouve l'industrie. Et le Sénat français a rendu un rapport en 2022 dans ce sens, sur la pornographie qui est devenue une industrie mondialisée, drainant plusieurs milliards d'euros de profits chaque année dans des conditions souvent opaques qui a fait de l'exploitation et de la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes un business à l'échelle internationale. En outre, la délégation s'alarme tout particulièrement de l'accès facilité, démultiplié et massif des mineurs et des adultes à des contenus pornographiques de plus en plus violents et toxiques. Dans la nature, des millions de prédateurs veulent en profiter, et des êtres sans scrupules y ont vu un moyen de se faire de l'argent. Voici que de nouvelles plateformes comme Mime et OnlyFans se sont popularisées. En peu de temps, des centaines de milliers de profils se sont créés. Pour une large partie, ce sont des jeunes femmes qui proposent des photos, vidéos ou plus contre des abonnements payants, parfois seulement de quelques euros pour augmenter leur audience. En mai 2020, le PDG de OnlyFans, Tim Stokely, a déclaré à BuzzFeed, je le cite, que le site gagne environ 200 000 nouveaux utilisateurs toutes les 24 heures et 7 000 à 8 000 nouveaux créateurs s'inscrivant chaque jour. Fin de citation. En France, nous avons même le cas honteux de la mère de famille Pélissard qui, après avoir exposé ses enfants, sa petite famille au grand écran, dans l'émission Famille Nombreuse, s'est lancée avec son mari dans la diffusion des photos et des vidéos à caractère sexuel sur OnlyFans dans leur salon, sur le canapé familial. L'impact négatif sur la société semble mis en sourdine. Pourtant, les ravages sont présents. Des tas de jeunes filles se sont dit que ce n'était pas si risqué et que ça semblait être un bon compromis contre de l'argent de poche.
Derrière cette approche se trouvent à nouveau des détraqués, qui participent à la disparition des barrières cognitives, s'affranchissant des limites afin de fournir plus de victimes sur le marché. Thérèse Argot, que je vous ai cité juste avant, le formule comme suit. Je la cite. Le sexe est un produit de consommation qui se vend extrêmement bien depuis qu'Internet a permis de le démocratiser. Fin de citation. Car une jeune fille qui commence à recevoir de l'argent facile entre guillemets en se dénudant vient d'effacer son intimité. Devenant impudique, lorsque ses revenus entreront plus par le virtuel, son hésitation sera moindre à franchir le cap vers la rencontre avec des clients réels dans des hôtels. La mise à disposition des contenus numériques va créer des besoins qui ne se trouveront pas forcément assouvis, ce qui mènera pléthore de consommateurs à se diriger vers les services de prostituées. Et c'est là qu'entrent en action des recruteurs, des ogres, qui ne se limitent plus aux adultes consentantes, mais en viennent à profiter de la vulnérabilité de jeunes filles. Ils les embrigadent dans ces réseaux, les exploitent, quand d'autres banalisent le fait de se vendre et le font de façon individuelle depuis les réseaux sociaux. Le plus dégueulasse, c'est que l'État ne fait strictement rien pour y mettre fin. Les journaux relaient un terme de prostitution des enfants chiffrant entre 15 et 20 000 le nombre de victimes. Premier scandale, le nom donné à cette criminalité. Prostitution des enfants, alors que le vrai terme c'est pédocriminalité. Et que ceux qui vont dans ces réseaux-là pour exploiter des jeunes filles devraient passer non pas pour de la prostitution, mais bien pour de la pédocriminalité et risquer des dizaines d'années de prison. Mais le tout est fait pour tenter de calmer les humains encore dotés du sens et de la dignité. Je vous partage un bref témoignage d'une victime relayée par France Info début 2024. Je cite. « Au final, je n'ai pas vécu ça. Je suis arrivé dans un Airbnb. Il y avait plein de monde. Il y avait des plus vieilles et des plus jeunes. 11 ans, oui. Il y avait un homme qui est entré et une fille qui l'a reçu. Et moi, je me suis dit que j'allais faire le ménage pour ces gens-là. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Moi aussi. J'ai été obligé de faire ces choses-là. À ce moment-là, je me disais, je me fais juste de l'argent et peut-être que plus tard je m'en sortirai. Alors que pas du tout. C'était quelque chose qui était organisé. Je faisais ce qu'on me demandait, j'étais leur chose. » Fin de citation. Aux yeux du peuple français, le gouvernement est complice de cette traite d'humains sur le territoire des droits de l'homme. Pays des Lumières, disent-ils. Pourtant, la lumière étant unique, j'ai tendance à voir l'inversion de ce qu'il nous présente et à percevoir les ténèbres. Comment des ministres comme Jack Lang restent au pouvoir? Une honte qu'un ministre se voit accorder une protection malgré le fait qu'il se soit fait poisser dans une partouze au Maroc, au Mamounia. Même si Hollande aura été condamné pour des propos diffamatoires, on a tout de même cette affaire qui est réelle, d'un ministre français qui s'est fait poisser, où un gamin a été retrouvé mort la tête dans un seau d'excréments. Horrible que le réseau Epstein n'a pas été inquiété car la tête a été retrouvée suicidée en cellule aux USA et que son complice, Jean-Luc Benchemoul, dit Brunel, lui aussi fut retrouvé suicidé comme par magie en France, mettant fin au volet de l'enquête. Des non-lieux à tout va, comme dans l'affaire Zandvoort. Ceux qui nous gouvernent sont des détraqués sexuels. Je rappelle que pour Jean-Luc Brunel, il était tout de même question de jeunes filles de 12 ans disponibles pour des pédocriminels dans notre capitale française. Alors comment compter sur eux, ces politiques, pour faire appliquer les lois, établir un service de renseignement, d'investigation pour mettre fin à ce fléau? Pour vous laisser entreapercevoir les ramifications de ces réseaux, je vous renvoie après à l'affaire Joël Guerriot, pour laquelle la députée MoDem, Sandrine Josso, avait accusé son collègue sénateur de l'avoir drogué en vue de l'agresser sexuellement mi-novembre, vers un scandale de plus qui secoue le Sénat. Une autre affaire, c'est le sénateur ayant occupé de hautes fonctions, qui a été filmé le pantalon baissé dans son bureau par une femme qui a été embauchée comme assistante médicale à la chambre haute du Parlement grâce à cet élu. Lorsque le médecin du Sénat a eu écho de l'affaire et obtenu la vidéo, il en a fait part à l'administration et au lieu d'ouvrir une enquête, il s'est vu licencié de son poste pendant que la femme qui a fait du chantage est toujours présente au sien. Pour le médecin, je le cite, « La réalité de la cause de son licenciement repose sur le fait qu'il avait alerté l'administration à propos du comportement de son assistante, je le cite à nouveau, qui se prévalait d'être la maîtresse d'une autorité au Sénat au moment de son recrutement. Cette secrétaire a toujours expliqué qu'elle avait la possibilité de faire virer qui elle souhaitait en utilisant ses rapports privilégiés avec cette autorité au Sénat, écrit-il, ce médecin estimant en avoir subi les conséquences. Nous parlons, pour le deuxième cas, d'un scandale entre personnes consentantes, ou par le chantage
d'une sextape où une femme s'est vue recrutée et augmentée aux frais du contribuable. Alors imaginons un instant, si des ministres élus se retrouvaient dans des affaires plus graves impliquant des enfants. Pour revenir sur les contenus pornographiques, même si les jeunes résistent, leur lien social ne sera plus le même qu'à l'ère pré-numérique. Les applications comme Adopte un mec, lancé en 2008, Lovo en 2011, Tinder en 2012 ou encore Happen en 2014 et Fritz en 2017, petit à petit détruisent ce qui est le véritable amour pour la consommation de l'humain, ce qui noircit les cœurs. Certains annoncent un amour sous algorithme, des rencontres sous algorithme. Par exemple, Judith Duportail dénonça dans son livre L'amour sous algorithme les pratiques de Tinder qui utilisaient l'Elo Score, la mystérieuse note de désirabilité à laquelle les utilisateurs étaient soumis et que la société a toujours gardée secrète. En 2017, la journaliste avait déjà réussi à obtenir ses 800 pages de données personnelles conservées par Tinder pour étudier son profil en vertu de la loi européenne sur la protection des données, donc RGPD. Heure et lieu de connexion, contenu des conversations, compte Facebook, limite d'âge appliquée aux recherches, lieu de travail, niveau d'éducation, photo Instagram, tout y était. En revanche, impossible de connaître son Hello Score. Alors que certains célibataires se rendent sur un site de rencontre afin de faire des rencontres par affinité et trouver la perle rare, d'autres viennent uniquement y chercher une histoire d'un soir. Mais les célibataires ne sont pas les seuls à succomber à ces sites et applications. De nombreuses personnes mariées n'hésitent pas à user du système de rencontres en ligne pour trouver là où le partenaire de leur future aventure, sans bien sûr en avertir là où le principal intéressé. Julian Alexander, développeur américain de 24 ans, a développé Juliette, une application de rencontre sur le modèle de celle imaginée dans un épisode de Black Mirror intitulé Hang the DJ. Dans celui-ci, des personnes sont dirigées par une intelligence artificielle appelée Coach, qui décide de mettre des gens en couple pour un temps défini. Et cela peut aussi bien durer 12 ans que 12 heures. Pour l'application, c'est le même principe. Après avoir rempli un questionnaire basique, Juliette, l'application, décide qui elle va mettre en relation et pour combien de temps, avec évidemment des délais bien plus raisonnables que dans la série d'anticipation. Après, il suffit de détailler les pour et les contre de son expérience pour que l'intelligence artificielle puisse trouver un profil encore plus adapté au sien. Dépression, cyberharcèlement. Le numérique amène son lot d'harcèlement. 97% des adolescents font usage des réseaux sociaux les plus populaires. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Montréal met en lumière les risques des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Le rapport, paru dans le journal scientifique JAMA Pediatrics, estime que Facebook, Twitter, Instagram et les autres avaient une influence bien plus néfaste que les jeux vidéo. Les scientifiques canadiens ont mesuré le temps d'exposition et la nature des contenus regardés sur les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo et l'ordinateur de 4000 jeunes Canadiens. Et ils ont constaté que les ados, qui abusaient des réseaux sociaux et de la télévision, présentaient plus de symptômes dépressifs que les autres, tels qu'un sentiment d'inutilité et des pensées morbides. Selon les chercheurs, ces sentiments sont surtout dus au fait que les jeunes consultent beaucoup de sites les encourageant à se comparer aux autres. Ils sont donc plus enclins à avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes. Je cite l'auteur principal de l'étude, Elroy Boers, qui nous dit « Les médias sociaux et la télévision exposent fréquemment les adolescents à des images d'autres jeunes mieux nantis, comme ceux ayant un corps parfait, un style de vie plus palpitant ou ayant plus d'argent. » Fin de citation. Pire encore, les réseaux sociaux aggravent la situation, car les jeunes recherchent des informations conformes à leur humeur du moment, et c'est là le cercle vicieux. Plus l'état dépressif influence les choix de visionnage d'un individu, plus on lui suggère et on lui fournit des contenus similaires. Que savent ces riches cadres tech sur leurs propres produits que leurs consommateurs ne savent pas, écrivent Joe Clement et Matt Miles. En 2007, Bill Gates, ancien directeur général de Microsoft, avait imposé une limite de temps devant un écran quand sa fille avait commencé à développer un attachement malsain à un jeu vidéo. Aussi, il ne laissait pas ses enfants avoir de téléphone portable jusqu'à ce qu'ils aient 14 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen pour qu'un enfant ait son premier portable est de 10 ans. Une étude du journal
of Social and Clinical Psychology évalue à 30 minutes le temps maximum d'exposition aux réseaux sociaux et aux écrans d'Internet au-delà duquel apparaît une menace pour la santé mentale. Cela a pour conséquence la baisse du niveau d'intention. Google a annoncé que le temps d'attention de la génération des milléniaux est descendu à 9 secondes, soit 1 seconde de plus que le poisson rouge. Monsieur Patineau, dans son livre, nous présente le cas du poisson rouge qui peut apprécier cette mémoire étroite, loin de la subir comme une malédiction, car pour cet animal, ça transforme la répétition en nouveauté et la petitesse de son bocal en un monde infini. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, me dire ce que vous en pensez et on se retrouve pour la suite. Encore une fois, on est qu'au tout début d'un très grand ouvrage. Bye.